Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le premier bilan des animés de l'année 2025 avec la saison précédente, c'est-à-dire l'automne 2024. La saison précédente a été florissante, mais aussi malheureusement touchée par beaucoup de soucis de production. On va en parler. Vous connaissez le format, hein, de toute façon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le rappeler? On va commencer par les React, c'est-à-dire la série que j'ai fait en React la saison précédente, qui d'ailleurs dont l'épisode final ne sera pas sorti. En partie 2, c'est les séries qui ne sont pas finies, qui sont toujours en cours, mais j'ai décidé quand même d'en parler parce que, mine de rien, on doit attendre en fait la saison d'après. Et sachant que certaines de ces séries-là vont se finir en cours de saison. Alors, la plupart d'entre elles vont continuer sur toute la saison d'hiver, mais en fait, certaines d'entre elles vont grappiller un peu sur l'hiver. En étant diffusées encore pour le mois de janvier, voire février, et voire carrément des reports. Et vous savez probablement de laquelle on va parler également. Et la dernière, c'est les animés que j'ai vus et qui se sont finis, voilà, les séries de 12 épisodes, quoi, j'ai envie de dire. Pourquoi je perds mon temps à réexpliquer des trucs que tout le monde sait? Bon, commençons, hop, je me décale un petit peu, la série que j'ai fait en React la saison dernière, alors qui a commencé en été, puis qui a fini du coup là, et qui se finit très très bientôt, puisque vous savez qu'il n'y avait pas d'épisode, le 25e n'a pas été diffusé, et il arrive là le 5, et c'est Fairy Tail, la quête de 100 ans. Alors là, ça va être difficile de faire un bilan positif de cette série, hein, parce que franchement, on l'attendait au tournant, puis du moment où on a appris quel était le staff et quel était le studio, c'était quasiment fini en fait. On savait d'avance quoi on allait nous servir. Voilà, d'avance on savait qu'est-ce qu'on allait bouffer, qu'est-ce qu'on allait manger, et ça a pas loupé. Malheureusement, je suis dans le regret de vous dire que cette série, elle est pas de bonne qualité. Alors, elle reste quand même bien meilleure de ce que proposait A1 Pictures. Je veux dire, c'est quand même véridique. Et donc, Fairy Tail a décidé de faire ça avec la quête de 100 ans. On avait peur qu'il passe au format fleuve. De toute façon, il n'y avait pas 36 solutions. Soit ils attendaient que le manga se finisse, et spoiler, le manga, Mashima a annoncé dernièrement qu'il durerait plus longtemps, donc voilà. Soit ils faisaient par saison. Et c'est donc le choix qui a été fait avec cette première saison. Si tenter de croire qu'il y aura une suite, on saura à la fin du dernier épisode s'ils annoncent une saison 2, voilà. On verra s'il y a un next on ou s'il y a un teaser ou quoi. Sachant que c'est la même équipe Eden Zero, voilà, on le sait, et il y a Eden Zero 3 qui est prévu. On le sait aussi. Donc vont-ils s'attarder sur Fairy Tail ou continuer Eden Zero et puis chevaucher les deux productions l'une sur l'autre, faire une saison d'Eden Zero, puis de Fairy Tail, Eden Zero, Fairy Tail, Eden Zero, Fairy Tail. Voilà, malheureusement, du coup, cette série a souffert de la même ligne de production qu'Eden Zero, en fait, c'est-à-dire une moitié sous-traitée et une autre moitié faite en interne. On peut quand même applaudir l'épisode 6, qui est le seul épisode qui a réussi à claquer des bouches, parce que franchement, il était d'une qualité phénoménale. Je pense qu'on n'a jamais eu un épisode de Fairy Tail meilleur que celui qui a été proposé là. Malheureusement, ça a été le seul. Et c'est dommage, voilà, c'est dommage parce que franchement, il y avait des belles choses, même si ce ne sont pas les meilleurs arcs, hein. On peut regretter des choix de sous-traitance ridicules. Bon, en termes de scénar, parce que c'est vrai que j'ai pas fait ça dans l'ordre, mais on a eu le droit aux deux premiers gros arcs. Voilà, c'est-à-dire l'arc de Gultina avec le dragon de l'eau, donc avec Suijin, voilà, le dragon Suijin, Merphobia. Qui était cool, franchement, avec le fameux épisode 6 qui a claqué des bouches. Et puis, il y a eu l'arc Aldron. Alors, il y a eu aussi l'arc de Elantia, qui donc se termine là, avec le 25e épisode. Après Aldron, qui s'est malheureusement terminé sur un épisode catastrophique, parce que je suis désolé de le dire, mais j'ai pas honte de répéter ce que j'ai dit en React. L'épisode final de l'arc Aldron, c'était de la grosse merde. Voilà, je pense, hein, c'est le pire épisode de la série. Voilà, je pense qu'il n'y a pas débat là-dessus. L'épisode, quand tu regardes les chapitres ont de magnifiques doubles pages, même le final, hein, de Natsu qui met un gros coup de poing dans le ventre de Aldron. Elle était magnifique, cette page dans le manga, elle a été souillée. C'est une grosse merde. Infâme, je sais même pas s'ils vont corriger ça, dans les Blu-ray, parce qu'ils ont déjà pas corrigé ce qui a été fait à l'époque sur Eden Zero en Blu-ray. Il y a aucune différence entre la version télé et la version Blu-ray, donc je sais même pas s'ils vont corriger ça pour les Blu-ray de la série. Bon, on en parlera quand je les aurai, parce que je compte acheter les Blu-ray de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Voilà, ça c'est gratuit, je l'annonce d'avance.
J'attends que le coffret 2 sorte pour tout acheter en même temps, comme ça je pourrai vous présenter les deux en vidéo et on pourra comparer les deux versions, savoir si oui ou non des améliorations ont été portées ou non. Mais extrêmement déçu de cette adaptation, franchement. Alors, il n'empêche que, il n'y a pas que de mauvaises choses. Retour des seiyuu, c'était cool, voilà, l'ambiance était quand même là. L'ADA, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bah, c'est le même staff que Denzero, donc évidemment que ça allait être à peu près la même chose. Les musiques, heureusement qu'il y a Takanashi pour venir sauver le truc, parce que malheureusement Eden Zero n'a pas eu cette chance-là, parce que les musiques de Yoshihisa Hirano, c'est pas les meilleures qu'il ait fait, et c'est pas les meilleures tout court en fait. Donc heureusement qu'il y a un poids important dans Fairy Tail. Que doit-on en tirer de cette adaptation? Bah qu'elle était pas merdique, mais elle était pas à la hauteur. Mais alors vraiment pas. Et ça franchement, quand on attend une série comme ça, et d'avoir en fait que 2 ou 3 épisodes grand max, qui atteignent à peine la moyenne de ce qui doit être fait, et qu'en fait un seul arrive à vraiment se démarquer sur 25 épisodes, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien, tu vois. Surtout quand tu sais de quoi est capable l'équipe. Franchement, il y avait mieux à faire. Franchement, me dites pas le contraire, il y avait vraiment mieux à faire. Malheureusement, je pense que cette ligne de prod, bah, elle en a pas fini. Hein, parce que soit ils travaillent déjà sur une suite, soit ils travaillent sur Eden Zero. Donc malheureusement, ils n'auront même pas le temps de piquer un somme ou de partir sur de meilleures bases, vu comment s'annonce l'année 2025 de JC Staff. Rien ne va aller en s'arrangeant, et on va le voir plus tard avec une autre série qui malheureusement a subi d'énormes problèmes de production chez JC Staff. Vous devinez d'avance, hein, mais on en reparle. Alors, nombreuses sont les séries qui vont donc continuer en cet hiver, mais avant tout, je voulais m'attarder très vite fait, voilà, parce que je n'ai pas continué. C'était juste histoire de faire un point express dessus. C'était sur Fortnite of the Apocalypse saison 2. J'ai regardé la première moitié. Malheureusement, vous savez que la série n'a pas eu de simulcast. Même si des séries sur Netflix ont eu du simulcast, et on en parle juste après, et que j'ai regardé sur Netflix, malheureusement, comme d'habitude, bah, les séries Nakaba n'ont pas de simulcast. On va chercher à savoir pourquoi. Mais pour ceux et celles qui se posent encore la question, la série arrive, enfin cette saison 2 en entier, arrive en VO et en VF le 30 janvier sur Netflix. Donc si, comme moi, vous attendez que tout sorte, eh bien ça arrive. Les 12 épisodes, les 13 épisodes de cette saison 2, qui va donc arriver jusqu'à la fin de la première partie du manga. Ça, de toute façon, c'était assez clair d'avance sur où est-ce qu'ils allaient s'arrêter. Oui, puisque vous savez sans doute que le manga a une fin de partie 1 et qu'actuellement, nous sommes en plein dans la partie 2 du manga. Oui, je parle bien de partie 1. Voilà, la première moitié, en fait, si vous voulez, du manga, c'est terminé. Et donc, cette saison 2 de Fortnite of the Apocalypse se termine sur la fin de la partie 1 du manga, qui termine sur un cliffhanger de dingos, mais bon, je vous invite à attendre un petit peu, puisque ça arrive du coup en cette fin de mois de janvier. Et là, on va attaquer les choses, on va attaquer de bonnes choses, de très bonnes choses. On commence avec Re:Zero, saison 3. Alors, vous savez sans doute que la série s'est terminée avec son épisode 8, assez tôt, c'est l'une des premières qui s'est mise en pause en fait, puisqu'il y a 16 épisodes en tout prévu, mais qui ont été découpés en 2 cours, dont les 8 premiers ont été diffusés là en octobre, puis ça s'est terminé très vite en fait, puisque ça a été diffusé sur 2 mois, du coup, sur le mois d'octobre et le mois de novembre, et donc tout le mois de décembre, on n'a pas eu d'épisode de Re:Zero, et ça ne revient qu'en février. Que peut-on en dire pour le moment ? Eh bien, ce n'est pas forcément de très bonne qualité, on remarque tout de suite, en fait, si vous voulez, le changement de character design. Ça, je pense que c'est le plus frappant, en fait, sur cette production de Re:Zero. C'est le changement drastique de character design et le changement d'équipe, en fait, de manière globale. On sent que la plupart des anciens de chez White Fox sont partis. D'ailleurs, ça reste toujours une surprise, même si pour beaucoup, visiblement, je sais, ils vont me pointer du doigt en me disant « Mais non, c'est pas une surprise, on le savait d'avance que ça allait être White Fox. » Non, on ne pouvait pas savoir. On sait que nombreux sont les animateurs et les membres de White Fox étant partis suite à la fondation de Bind, parce que vous savez sans doute que le studio Bind, studio de Mushoku Tensei, a été créé en collab avec la société de production Ekfirm, si je dis pas de bêtises, et White Fox. Donc on peut penser que une partie du staff de White Fox, une partie des employés de White Fox ont décidé de partir chez le studio Bind. Donc White Fox a donc perdu beaucoup de ses employés pour la suite, pour l'avenir. Donc ce n'était pas une certitude que White Fox reprenne cette production de Re:Zero.
En termes de scénar, que s'est-il passé, histoire de vous rappeler un petit peu, vous remettre dans le bain sur tout ce qui va arriver et ce qui arrive au mois de février. Donc nos amis ont rejoint la cité des eaux. Alors je ne saurais plus vous dire exactement quel nom elle a, cette ville, puisque j'ai pas pris de notes à côté. De toute façon, ça a très peu d'importance, hein, je pense qu'on fait ça vite fait. Hein. Et le culte de la sorcière les attaque. Alors pas un membre du culte, pas deux, je crois même pas 3, mais 4 des membres du culte. Il y en a 4 en même temps, je crois, des membres du culte qui attaquent la ville et qui veulent tout simplement récupérer des artefacts dans la ville. Et comme habituellement, Subaru et toute la team, mais pas que, aussi toutes les prétendantes au trône se retrouvent mêlées à tout ça. C'est Pristella, je crois, la ville. Hein. Voilà, ça me revient, comme ça me revient. Donc elles engloutissent à moitié la ville. Subaru, il se fait enlever Emilia sous ses yeux, mais il peut rien faire. Emilia est forcée de se marier avec l'un des évêques, mais à la fin, vous savez comment ça se finit. Hein, ça se finit sur un cliffhanger et c'est criminel d'avoir fini sur un truc pareil. Franchement, c'est criminel d'avoir fini la première partie de saison sur un truc pareil, sur Subaru qui arrive en héros avec Reinhardt là et qui déglingue la porte et qui est là en mode ouais, moi je suis le chevalier, j'arrive et tout. Le discours de Subaru à toute la ville entière pour remotiver les troupes, c'était magnifique. Bref, l'épisode aussi avec la meuf, l'évêque cinglé là qui se transforme en dragon, joué par c'est pas Koga Aoi, non j'allais dire n'importe quoi, Aoi Yuki pardon. C'était incroyable. Bref, tout était incroyable en fait dans cette première partie. La réal était cool, l'animation était plutôt cool, même si je le trouve en deçà de la saison 2. Parce que la saison 2 avait quand même envoyé du pâté. Hein. Ce que j'ai aimé, oui, évidemment, putain de merde. Surtout après un premier épisode qui avait fuité et tout, que j'ai regardé en avance. Je l'ai avoué ça sur les réseaux, que je l'ai regardé d'avance, l'épisode 1, qui avait fuité, puisqu'il devait être diffusé à Japan Expo. On se rappelle de tout ça. Mais c'était une grosse folie. C'était une grosse folie. Merci White Fox. Et ça revient au mois de février. Soyez prêts. Putain, ça va être incroyable. Blue Box. Alors là, c'est une vraie surprise. Une véritable surprise diffusée donc sur Netflix. La première moitié c'est donc terminé et on reprend là incessamment sous peu, je crois, dans la dizaine du mois, ou bien c'est cette semaine que ça reprend, ou ça a déjà repris, je sais plus. Mais en tout cas, que dire de ce début, de cette première moitié de saison pour Blue Box, Telecom Animation Film, on sait qu'ils travaillent aussi en parallèle, ou ils travaillaient sur Fortnite et The Apocalypse, mais ils ont mis les plats dans les grands pour Blue Box, parce que franchement, c'est d'une qualité incroyable, c'est trop cool en termes de DA, c'est vraiment superbe, donc évidemment, je vous refais pas trop l'histoire de Blue Box, mais c'est jamais nécessaire de rappeler pour la partie scénar. Taiki Inomata, un jeune en première année de lycée, qui est membre du club de badminton, est amoureux de Chinatsu, c'est ça, une deuxième année, donc en première, si je dis pas de bêtises, parce que lui il est en première année de lycée, donc il est en seconde, elle est en première, il est amoureux donc de Chinatsu, il l'appelle Chinatsu Senpai, mais c'est Chinatsu, qui elle fait partie du club de basket, et son rêve à lui, en plus évidemment de lui avouer qu'il l'aime, ce serait de participer aux interlycées. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est le tournoi, c'est ça le tournoi interlycée, si je dis pas de conneries, et de remporter le tournoi interlycée, donc ils se sont fait une promesse, puis certaines péripéties en emmenant d'autres, et Chinatsu vient carrément habiter chez Taiki, puisque leurs parents se connaissent, et pour que Chinatsu continue à faire du basket, puisque ses parents ont décidé de déménager pour le travail, elle a décidé de rester, et pour ça, ils ont eu la solution de carrément la faire habiter chez Taiki. Mais cette première moitié dans laquelle Taiki malheureusement ne se qualifie pas pour le tournoi interlycée, ce que Chinatsu elle va réussir à faire. Il y a plein d'autres personnages. Bon, il y a aussi les potes de Taiki. Il y a, comme je vous ai dit, toute la partie de qualification que lui perd. Il se rend bien compte que son niveau n'est pas encore parfait pour espérer se qualifier, puisque clairement il s'est surestimé dans cette première partie. Lui qui avait autant confiance en lui, la réalité lui tombe sous le bras en fait, en fait il est très loin du niveau pour se qualifier, qu'il y a des gens bien plus forts que lui et qui doit encore faire beaucoup d'efforts. C'est un peu cuculapraline à gauche à droite, il y a beaucoup de scènes très clichés, notamment le premier rendez-vous et puis machin et puis truc, mais on sent que petit à petit ça vient, et je sais, je me suis renseigné volontairement dans le manga, je sais
dans quel chapitre ils se déclarent l'un et l'autre. Malheureusement, vous voyez, sur cette affiche, il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Hina, qui est amoureuse aussi du héros. Donc on a le fameux triangle où l'un pense qu'il est amoureux de l'autre. Donc Chinatsu pense que Taiki sort avec Hina, elle sait qu'Hina est amoureuse. Hina sait que son crush, littéralement, que Taiki est amoureux de Chinatsu, mais elle tente quand même sa chance. Elle sait qu'elle n'aura jamais gain de cause. On sait très bien, on se doute, il n'y a même pas besoin d'attendre l'épisode de la déclaration. On sait que de toute façon il va la rejeter puisqu'il est amoureux de Chinatsu. Est-ce que Chinatsu va le rejeter et puis ça va finir en couille? On sait pas, mais en tout cas c'est cool, c'est reposant, c'est pas révolutionnaire pour un sou, c'est du mélange de romance classique avec un peu de sport et qui fait largement le café, et c'est tout ce qu'on demande pour Blue Box. Ça continue. Il va y avoir la seconde moitié. Je sais pas si on rattrapera l'épisode de la déclaration de Taiki et de Chinatsu. Je pense pas que ce sera dans la première saison. Je pense qu'ils prennent un peu leur temps, peut-être un peu trop leur temps. J'ai vu un peu de gens se reprocher à la série d'être un peu lente. Moi, franchement, ne connaissant pas le manga, ou ne connaissant pas le manga avant de me renseigner et de lire volontairement les chapitres, j'ai pas trouvé l'animé spécialement lent. Maintenant, voilà, peut-être en regardant les chapitres et ce qui est adapté dans cette série, peut-être qu'effectivement ça serait un peu lent en termes d'adaptation, mais j'ai pas trouvé ça mauvais, tout au contraire, puisque la qualité est là et c'est tout ce qui importe. Le premier opening, mon dieu, quelle qualité de fou. Et le second s'annonce tout aussi incroyable, donc n'hésitez pas, c'est sur Netflix, c'est en simulcast. Bon, la VO, malheureusement, les sous-titres, c'est du Netflix, donc c'est pas parfait. Il y a la VF qui arrive, dirigée par Brigitte Lecordier. Il y a Géal Letellier, il y a un peu tout le monde, il y a du monde, il y a de très bonnes personnes sur cette VF là qui arrivent. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil si vous n'avez pas encore regardé la série, que la VO ne vous intéressait pas des masses. Va y avoir la VF des 12 premiers, donc de la première partie de la série, il y aura la VF. Donc si vous voulez prendre votre temps, vous n'êtes pas pressé et que vous voulez attendre un peu, sachez qu'il y a donc les 12 premiers épisodes, la première moitié de saison, qui arrivent incessamment sous peu en VF sur Netflix. Voilà, c'est la petite pub gratuite parce qu'en même temps, la VF a l'air très cool. Arifureta saison 3. Et là, on va commencer à parler de problèmes. Puisque malheureusement, Arifureta, comme la série dont on parlera juste derrière celle-ci, a de gros problèmes de production. Arifureta 3, franchement, c'est pour l'instant agréable à regarder, bien plus que la 2. Je sais pas pourquoi, je trouve que scénaristiquement, cette saison 3 me captive bien plus que la 2. Voilà, je ne saurais expliquer. Malheureusement, la série est en plein dans le caca, avec d'énormes reports. Il y a des épisodes qui ont été reportés, bon là, en fin d'année, parce que il y a eu des programmes spéciaux, il y a eu des trucs de fin d'année, machin. Mais on sait que la série est encore repoussée. Là d'ailleurs, il y a l'épisode 12 qui est censé sortir la semaine prochaine au moment où j'enregistre cette vidéo. Sachez qu'il ne sera pas diffusé, il sera diffusé encore la semaine d'après. Et encore, je suis même pas sûr, je crois qu'il y a 2 semaines de report. Malgré tout, en termes de scénar, je trouve cette saison captivante de fou. On a eu une première moitié dans laquelle on va se concentrer, ça va se concentrer sur Shia, donc la meuf lapin là, du groupe de Hajime, qui... sa famille va vouloir se venger d'un des royaumes dont ils sont persécutés. Ils ont été carrément réduits à l'esclavage et tout. Ils vont être libérés et tout. Même si Hajime ne va pas, on va dire, s'interposer dans tout ça, il va pas les aider, mais il va indirectement les aider. Mais en fait, pas vraiment les aider. Enfin, t'as capté ou pas? C'est un peu compliqué, faut voir la saison. Parce qu'Arifureta, c'est un peu comme certaines autres séries des saisons précédentes. Si t'as pas revu ou si t'es pas à jour sur le truc, tu vas être complètement paumé. Mais bon, il y a donc cette première partie dans laquelle évidemment ils gagnent, ils obtiennent gain de cause, et puis cette seconde qui est toujours d'actualité là dans ce qui arrive actuellement, c'est-à-dire aller dans les labyrinthes chercher les derniers artefacts dont ils ont besoin, parce qu'on rappelle que l'un des objectifs d'Hajime, c'est de visiter tous les labyrinthes et de réussir toutes les épreuves en fait. Et il est accompagné des autres héros, les persos secondaires casse-couilles là, les soi-disant héros, ses potes d'école en fait, comme lui, tout comme lui et tous les autres qui ont été transportés dans ce monde et qui ont obtenu des pouvoirs. Il y a Egashi, le mec avec son armure de paladin là, le gros baraquet, la gamine insupportable, et j'en passe et des meilleurs évidemment. Le groupe de gros craquitos de Hajime qui sont tous complètement fumés, mais qui eux, contrairement aux autres bolos à côté, font au moins quelque chose et servent à quelque chose. Parce que bon, à part Yaegashi à la limite, qui elle est un peu plus pragmatique et sert un peu plus. Surtout qu'on sait qu'elle a aussi un petit faible pour Hajime. D'ailleurs, Shia
entre dans le harem dans cette saison. Voilà. Littéralement, elle rentre dans le harem des femmes de Hajime. C'est que la deuxième. De ce que j'ai cru comprendre, et je vous spoil un petit peu, il y en aurait 8. Voilà, j'allais faire n'importe quoi avec mes doigts. Il y aurait apparemment 8 femmes au total. On en est à 2. Réalisation, malheureusement. Ouh, le studio Asrid a des problèmes. Ouh là 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 là, c'est difficile. Parfois, c'est difficile. Franchement, il y a des épisodes, le off-model est terrifiant. Voilà, c'est compliqué, c'est difficile, et on comprend pourquoi en fait les épisodes sont reportés pour certains, parce que franchement, c'est dur. Voilà, on sent que le rendu, on sent qu'ils n'ont pas le temps de peaufiner les épisodes. C'est compliqué. Et j'ai envie de dire, arrêtez et diffusez et préparez les épisodes en fait. Mais faites comme l'autre série, et évidemment, c'est Danmachi 5. Voilà, je suis désolé. Je vais passer par-dessus. Je vais faire très vite sur Danmachi 5 parce que j'ai envie d'attendre la fin de saison pour en parler. J'ai envie d'en allouer une vidéo solo à lui tout seul. Mais il était quand même important de rappeler que la série est stoppée et qu'elle ne reviendra qu'au printemps. Voilà, donc fin mars, début avril, la série revient avec les 4 derniers épisodes. Malheureusement, voilà, c'est celle qui a le plus subi, et c'est bien dommage parce que on rappelle que JC Staff a eu cette saison 8 séries de diffusées. C'est colossal. Donc évidemment que Danmachi allait en prendre plein la gueule. C'est sans surprise en fait que la série est repoussée en fait. Et aussi, et c'est pas que aussi les soucis de prod, c'est apparemment parce qu'ils n'ont plus de créneau télé. Voilà. C'est pas, ils auraient pu techniquement repousser la série d'une semaine et repartir de la semaine d'après. Mais en fait, arrivant en fin d'année, les chaînes télé ont bouclé tous leurs créneaux télé. En tout cas, sur la première moitié de saison, sur l'hiver et tout, ils ont bouclé tous les créneaux pour les séries qui seront diffusées en hiver. Et donc, malheureusement, Danmachi n'avait tout simplement plus de créneaux pour être diffusés en hiver. C'est pour ça qu'ils attendent le printemps pour diffuser les derniers épisodes, parce qu'ils n'avaient pas de créneaux avant. Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier, et c'est cool. Voilà, c'est moins bon que la saison 1 en termes de qualité. Je trouve que ça a un peu... aussi parce que c'est un peu calme. Et puis parce que dans cette première moitié de saison, il y a l'arc, un arc que j'ai pas spécialement apprécié, je sais pas pourquoi. J'ai pas vu de gens se plaindre ou quoi. Au contraire, j'ai vu des gens plutôt contents et tout. Je trouve qu'en termes de qualité, ça avait un peu downgrade à ce moment-là. Et on parle de l'arc de Nephilim Hollow. Donc Sonraku a besoin d'un peu plus d'inspiration pour la suite de Shangri-La Frontier, parce que vous savez qu'il a vaincu Kenzaemon, ou je me rappelle plus exactement quel monstre unique ils ont vaincu là, avec Kazo et Pensilgon. Et donc, il doit il doit continuer sa quête, en fait, tout simplement. Il continue, il doit trouver de nouveaux monstres uniques et machin, et trucs et chouettes. Il se partage les infos à droite à gauche. Et donc, il a besoin d'un peu plus d'inspiration. Et donc, il décide de mettre Shanfro en pause pour retourner sur l'un de ses anciens jeux, qui est Nephilim Hollow. Et à Nephilim Hollow, donc, il revoit une ancienne joueuse qui, elle aussi, joue à Shanfro. Et il se partage là aussi des informations dans Nephilim Hollow. Donc si tu gagnes, je te donnerai des infos, etc. etc. Donc évidemment, Sonraku, il gagne, hein, je veux dire, c'est logique, hein, c'est un peu le perso principal. Et il se promet de se retrouver dans Shanfro pour avoir des infos sur un des monstres uniques du jeu. Et sur le chemin, c'est ce qui est actuellement diffusé dans cette saison 2, c'est le retour, et on le voit sur l'affiche, je veux dire, c'était teasé sur l'affiche, le retour de Lycaon. Le match retour contre Lycaon, le monstre unique qu'a affronté Sonraku lors de son arrivée dans Shangri-La Frontier. Le retour est là, et le combat pour l'instant est d'une qualité phénoménale. Là, ça y est, là on retrouve le Shangri-La Frontier de la début de saison 1 qui balançait du pâté, et c'est pas pour me déplaire, parce que franchement, Nephilim Hollow, c'était de la merde à côté. Alors j'ai pas honte de le dire, mais Nephilim Hollow, c'était chiant à mourir. J'avais du mal avec les épisodes de Nephilim Hollow, et je suis bien content qu'ils soient revenus sur Shangri-La Frontier, qu'on retrouve enfin les vrais bails qui nous intéressent. Et c'est cool. Voilà, pour l'instant, c'est très très cool en termes de réel, en termes d'animation et machin, c'est très cool. Est-ce que j'ai kiffé un peu comme tout le reste, parce que c'est vrai que j'ai un peu sauté le sujet sur toutes les autres séries. Est-ce que j'ai kiffé toutes les autres séries? Évidemment, Danmachi 5, Arifureta 3, ReZero, Blue Box, tout ça. Oui, évidemment que je les ai tous aimés. Hein, je veux dire, ça saute aux yeux, hein, sinon j'en parlerai pas. Hein, évidemment, sinon ça serait dans la catégorie des drops. Hein, et c'est pas le cas pour l'instant. Donc ça continue. J'ai très très hâte
d'en faire le bilan global sur la seconde, sur le prochain résumé, enfin sur le prochain bilan. En tout cas, parce que la seconde partie s'annonce tout aussi cool, même si je ne connais pas le manga, donc je sais pas ce qui va arriver dans la suite. Daima. Alors je vais faire très vite sur Daima, puisque pareil, hein, ça continue, et puis voilà, je veux dire, il y a du bien et du moins bien sur Daima, voilà, ça en parle beaucoup sur les réseaux. Le dernier épisode en date dont je peux vous parler, c'est l'épisode de SCJ3 Vegeta, voilà, un épisode que personne n'attendait, personne ne savait que ça arriverait. Bon, visiblement certains savaient puisqu'il y avait eu des leaks à l'époque sur le design de Vegeta et SCJ3. Bon, moi j'avais pas vu passer ces leaks, donc je n'en savais foutrement rien, et je suis un peu surpris comme tout le monde, et j'ai pas apprécié. Voilà, que voulez-vous, c'est comme ça, hein, y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins, moi j'ai pas apprécié. C'est comme ça, voilà. Mais sinon, Daima, pour sa première moitié, j'ai apprécié. J'ai franchement apprécié. Il y avait des épisodes qui étaient un peu plus, alors je vais pas dire chiant, un peu plus lents que d'autres, parce que c'est vrai que ça a mis un peu de temps à se lancer, puisqu'on était plus sur l'exploration au début, le fait d'apprendre à connaître, à découvrir le Daimakai. Puis ça a un petit peu accéléré à partir du moment où ils ont récupéré la première Dragon Ball et que Goku a vaincu le premier Tamagami. Ça a un peu accéléré. Puis l'épisode du Tamagami number 3 était, et je pense pour l'instant, toujours le meilleur épisode de Daima en termes d'animation, de réal et tout. Parce que c'est vrai que c'est un peu variable en termes de staff, hein. Il y a des tournantes. Mais sinon, globalement, c'est très cool. Il y a des épisodes avec et des épisodes sans. Mais sinon, Daima, c'est appréciable en termes de réal, en termes de scénar, les persos sont intéressants. J'aime beaucoup Glorio et Panzi, essentiellement ces deux persos originaux il y a tous les autres, hein, je veux dire, là il y a les deux nouveaux Majin Ku et Majin Du. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur design, hein, évidemment, il y a aussi les Majin en eux-mêmes. Les principaux ennemis de la série, donc Arinsu, Deges, Goma, etc., etc. Et tous ceux qui arriveront après, bon, les versions enfants qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça, hein, ça a été choisi comme ça et c'est fait comme ça. Mais bon, ça reste quand même appréciable. On verra ce qu'ils vont nous faire pour le reste de la série, puisque apparemment ça ferait une vingtaine d'épisodes. Alors quand je dis une vingtaine, je dis pas 20 précisément, même s'il y a des rumeurs qui disent que la série ferait 20 épisodes tout pile. Donc on serait à du coup la moitié de la série. Ou un peu plus en tout cas. Mais en tout cas, c'est très cool. Daima pour l'instant, on en refera un bilan plus approprié plus tard. Alors, on arrive dans la seconde et dernière partie de la vidéo, je sais. Je prends un peu mon temps, la vidéo fera, je pense, pas loin d'une heure, que j'essaierai de compiler le mieux possible avec le montage. Si jamais je vois que je dis des trucs inutiles et qu'on peut garder un peu de temps, gagner un peu de temps, comme là, eh bien, je couperai ça au montage. Donc, on attaque la dernière partie, c'est-à-dire les séries qui sont bien finies. Hein, fini. Voilà, il y a des saisons, il y a des nouvelles saisons qui ont été annoncées derrière, mais les séries sont bien finies. Et la première, celle qui a fait le plus de bruit cette saison, c'est Dan Da Dan. Je ne comptais pas regarder cette série au début, et pourtant, putain. Alors, je dois bien avouer qu'il y a deux poids deux mesures avec cette série. Déjà, je trouve qu'elle a été survendue de fou. Alors, il n'empêche qu'elle est de très bonne qualité, et on peut applaudir le sérieux et le travail fourni. On croirait un patron d'entreprise. Le sérieux et le travail fourni par Saiyan Saru, parce que franchement, c'est du caviar ce qu'ils ont donné, hein. Franchement, sur Dan Dan Dan, c'est du caviar. Pour avoir jeté un œil et pour voir ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, je trouve que les gens exagèrent un peu à avoir comparé à chaque épisode ce qui se faisait dans le manga et tout. Je veux dire, Saiyan Saru est, je pense, avec le recul, le meilleur studio qui pouvait être donné à Dan Dan Dan, même si je n'ai pas lu le manga et je m'en branle total du manga. Et visiblement, l'animé, ayant fait un peu de bruit, j'ai jeté un œil au premier épisode, puis au deuxième, puis au troisième, et puis après, j'ai continué jusqu'au bout en fait, hein. On n'oubliera évidemment pas l'épisode 7, et puis tout le reste, voilà, l'épisode 7. Sainte Marie, Mère de Dieu. Waouh! Je dis pas qu'on a le meilleur épisode de l'année, parce que faut arrêter de maxer comme ça, hein. Les gens sur les réseaux sociaux, on les connaît, sur X en particulier, évidemment, qui à chaque putain d'épisode de cette année, on dit Masterclass est le meilleur épisode de l'année. De toute façon, tous les épisodes des animés qui sont sortis cette année sont les épisodes de l'année, vu ce que dit Twitter. Donc, quel est vraiment l'épisode de l'année? Bon, on sait pas, parce que en fait, chaque semaine, il y a un épisode qui est meilleur que le précédent, donc à chaque fois, il change de disque. Donc, on ne sait pas avec les gens.
On ne sait malheureusement plus comment se tenir sur les réseaux avec ces gens-là. Mais bon, que voulez-vous? Et après, ils se prennent des sauces, et bien mérité. Malheureusement pour eux, je ne les protégerai pas sur ce coup-là. Une Dan Dan Dan, bah, c'est pareil en fait. Hein. Je trouve qu'on a un peu trop maxé sur la série. C'est cool, mais ça ne révolutionne rien. C'est quand même hyper cool en réel, la VF. Et celle d'ADN. Qu'on soit bien clair aussi là-dessus. La VF d'ADN. Voilà. Netflix, c'est complètement inutile d'avoir fait une VF. Mais alors complètement inutile. C'est de jeter de l'argent par les fenêtres d'avoir fait une deuxième VF. Ça c'est un truc qui pourrait mériter une vidéo entière. Pour expliquer, pour essayer de chercher à comprendre pourquoi. Alors la réponse on la connaît. C'est que Netflix ce sont des gros chiens de la casse. Voilà pourquoi il y a une deuxième VF qui existe. Par contre la VF d'ADN, c'est un caviar monstrueux. Elle au moins elle prend des risques. Et elle, quand on lui dit adaptation, elle le fait jusqu'au bout. Elle se contente pas de garder les musiques de la VO. Pas vrai, l'épisode 11? Mais bref, cette VF d'ADN, c'est un caviar monumental. Les voix sont incroyables. Merci à Alan Aubert et au studio, je crois que c'est Timeline Factory qui s'est occupé de la série. C'était magnifique. Merci beaucoup pour tout. Et on attend la saison 2 qui arrive au mois de juillet. Voilà, allez, on passe à la suite. Et ce que j'ai aimé? Oui, Bleach. Ah, Bleach. J'ai pas fini. Bleach, mais je la mets dans les séries finies parce que, en fait, je voulais attendre de la finir parce que je la regarde en ce moment là. J'attendais que tout soit sorti pour tout regarder d'une traite. J'ai regardé la moitié. Je me dis que j'ai regardé tout, j'ai regardé la moitié. C'est tellement un poulet monumental que. Ouais, oui, oui, vous ne rêvez pas. J'ai bien dit poulet monumental. Cette partie 3 de Bleach. Et putain, je ne m'attendais pas à ça. Parce que quand j'ai vu les bandes annonces, je vous le cache pas, je suis totalement transparent avec vous. Vous savez, hein, quand je dis quelque chose qui me plaît, je le dis. Quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Autant Bleach, quand j'ai vu la bande annonce, parce que vous savez, hein, l'événement le plus important qui avait été annoncé à l'époque de cette partie 3, c'était le nouveau département de chez Pierrot. Le studio Pierrot a donc fondé spécialement pour Bleach, même si ils produiront d'autres trucs que Bleach dans ce département, mais c'est en partie pour Bleach qu'ils ont fondé ce nouveau département chez Pierrot. C'est Pierrot Film, qui a pour but de produire des trucs de très 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 haute qualité. Ont-ils rempli leur part du contrat avec Bleach? Oui. Mais alors, oui, un énorme oui. Les bandes annonces ne montraient finalement rien. Voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis et j'en fais partie. Enfin, j'en fais partie avant que je voie les premiers épisodes et qu'ils me mettent sur le cul. Voilà. Je dois bien avouer une chose, c'est que ça m'a foutu sur le cul total. La qualité est stratosphérique. Voilà, c'est dit, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre terme. La qualité de cette partie 3 est incroyable. Et j'ai pas encore vu les autres épisodes, hein. Je suis qu'à la moitié. Putain de merde, qu'est-ce que c'était que ça? Oh my fucking god. Ils ont pas déconné sur la marchandise. Là les gars, on a une qualité XXL. Ah, ils se sont pas foutus de notre gueule. Eux au moins, quand ils parlent d'adaptation, et on sait qu'ils ont pris leur temps, tu vois. Ils se sont pas juste contentés d'adapter juste le dernier arc du manga, qui est des scènes originales. Mais c'est surtout sur la qualité, en fait, si vous voulez, qu'ils ont pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire, genre, reprendre l'ancien staff de l'époque de la série en série fleuve, comme ils ont fait à l'époque. Bon, même si, voilà, ça a vieilli, machin truc. C'était le passage de la 4 tiers, c'est 9ème, machin. Et puis la qualité Blu-ray qui est sortie là cette année est merdique, malheureusement. Que voulez-vous? Malheureusement, fan de Bleach, vous n'êtes pas bien servi, et c'est bien dommage. Même si d'ailleurs, il y a la première partie de la saison, enfin de la saison finale, en tout cas appelons ça la saison finale, là c'est la partie 3, la partie 4 qui arrive bientôt, qui a été annoncée, hein, je pense qu'elle arrivera mi-2025, voire peut-être fin 2025. Laissons les cooks, parce que franchement, là, ils n'ont pas déçu du tout. Donc sur cette troisième partie, c'est la continuité parfaite de la seconde, hein, j'ai envie de dire. Yurabara a tué le roi spirituel, a mangé les pouvoirs du roi spirituel, et donc Ichigo qui a évidemment perdu encore une fois, la division 0 qui a perdu, il a construit un palais à son effigie, et il faut aller le buter, hein, le Yurabara. Voilà. Hein. Bon, on a été aussi pas mal concentré sur la confrontation, la traîtrise, si on peut appeler ça comme ça,
Il faut avoir lu l'œuvre pour comprendre un minimum, mais ça fait longtemps que j'ai lu Bleach, hein. En même temps, excusez-moi de ne pas tout me rappeler, mais de Ishida, de Ryu, qui visiblement semble cacher des trucs, mais qui n'hésite pourtant pas à affronter ses anciens potes, et limite à les buter, en fait, hein. Je veux dire, tu sens que le gars, il est déter pour des raisons qui lui sont propres, mais en tout cas, niveau qualité, encore une fois, hein, je le répète, si jamais c'était pas clair, c'est un poulet monumental. Et ça fait du bien. Parce que Bleach, là, franchement, c'est un poulet monumental. Merci, Pyrophile. Voilà. Est-ce que j'ai aimé? Non. Allez, il nous en reste 4. On fait vite. Ranma 1,5. Je ne connaissais pas la série d'époque. C'est sorti sur Netflix. C'était même pas prévu que je regarde. Puis j'ai regardé l'épisode 1. Et puis ça m'a plu. Puis j'ai continué. Voilà. Est-ce que j'ai une explication plus simple que ça? Ranma Saotome, qui vient de Chine, qui doit épouser, alors comment elle s'appelle elle déjà? Akane, c'est ça? Puis son secret, c'est évidemment que s'il se retrouve dans de l'eau froide, il se transforme en fille, puisqu'il a subi une malédiction, tout comme son père, hein, que vous voyez juste au sommet de cette affiche, qui lui, s'il tombe dans de l'eau froide, devient un panda. Et donc son secret, c'est que pas que lui, hein, on voit aussi son pote là à droite là qui peut se transformer en cochon, mais bon voilà, il doit plutôt, il est destiné à se marier avec Akane, mais aucun des deux n'est d'accord. Bon, vous doutez bien du speech, hein, on est dans un manga des années 80. Je crois d'ailleurs que c'est la même autrice que Urusei Yatsura, parce qu'elle en a pondu des classiques. Si je dis pas de bêtises, reprenez-moi si je dis une énorme connerie, je revérifierai au montage, mais je crois pas me tromper en me disant que c'est la même autrice que Urusei Yatsura, parce qu'elle a planté des classiques à cette époque-là, et c'est évidemment une série qui a été diffusée, qui a eu une première adaptation dans les années 80, diffusée au Club d'eau, chez nous en France, qui s'appelait aussi Ranma 1,5, hein. Évidemment, ils n'ont pas modifié le nom, et ça c'est cool. Mais c'est un remake de Mappa, parce que c'est Mappa. Ouais, important de le préciser, c'est Mappa qui est aux commandes de cette partie, de ce remake de Ranma 1,5, dont la saison 2 a été annoncée. Et c'était cool. Franchement, j'ai pris du plaisir. Il y a des épisodes qui étaient un peu chiants, un peu longs, un peu cucu, parce que tu sens que c'est un vieux manga, et puis que les gars qui sont un peu vieux jeu et tout. Mais j'irai pas jusqu'à dire, comme certains ont pu dire sur les réseaux, que c'est rafraîchissant. C'est pas rafraîchissant, c'est un manga des années 80. Les vannes sont datées, l'ambiance est datée, tu sens que niveau scénario c'est daté, ça n'a rien de rafraîchissant. Rafraîchissant, ce serait quelque chose qui réinvente quelque chose, qui invente de nouveaux concepts. Ranma 1,5 n'invente rien. C'est un remake d'un manga des années 80, qui a déjà lui-même eu une adaptation dans les années 80. Donc je vois pas en quoi c'est rafraîchissant. Ça n'a rien de rafraîchissant. C'est pas comme si ils avaient recréé quelque chose de nouveau, qui s'était pas juste amusé à faire une réadaptation. Là, c'est un remake d'un animé qui est déjà sorti, qui lui-même ne prend même pas le risque de faire les choses différemment. Il reprend le scénario du manga comme il l'a fait. Bon, ils accélèrent un peu le rythme, c'est un peu différent. Il y a des plans qui sont plus les mêmes qu'à l'époque, sachant que c'était pas Mappa, hein, qui avait adapté la série de 80, ils n'existaient pas en 80. Donc voilà, ils font les choses à leur manière. Mais voilà, je trouve que c'était plutôt cool et appréciable. Il y a une saison 2 qui a été annoncée, parce que ça fait que 12 épisodes et ça a surpris un peu tout le monde. Ao no Exorcist saison 3, allez, on arrive au bout. Ne vous en faites pas, je vous abandonne bientôt. Et je vous laisse tranquille aussi. Une saison qui est donc découpée en deux, dont la première partie s'est terminée là, et là, ça arrive là, ça reprend là, incessamment sous peu, la seconde partie de cette saison 3, saison 4. Saison 4, pardon, je dis saison 3, saison 4, excusez-moi. Et donc, il se termine sur la séparation entre Yukio et Rin. Et puis, l'arc suivant, donc qui arrive là, incessamment sous peu, c'est l'arc de la Nuit Bleue, Blue Knight Saga, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai pas lu le manga, mais ils accélèrent un peu en termes d'adaptation. Qualitativement parlant, le studio Voln, je l'ai dit, hein, sur la saison précédente, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas parfait, surtout ça avec cet arc de la neige, qui était plutôt en premier lieu concentré sur Shura, qu'on voit d'ailleurs en fond sur l'affiche, puisqu'elle avait été enlevée, ou plutôt elle s'était rendue elle-même dans l'endroit où elle a été élevée, donc dans le pays des neiges, ou à Hokkaido, bref, dans un endroit où il neige beaucoup, pour rejoindre Hachiro Taro, un esprit serpent, qui visiblement
en fait, avait envoûté une jeune femme à l'époque, il lui avait promis des pouvoirs, en échange de quoi elle devrait faire des enfants, et puis elle mourrait à ses 30 ans, mais sa descendance elle-même, en fait, c'est un cycle infini. Elle donne naissance à une fille, qui elle-même donnera naissance à une fille, qui elle-même donnera naissance à une fille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que le gars, en fait, a envie que la personne qu'il aime conserve une jeunesse éternelle, une connerie comme ça. Voilà, bref, c'était cool. Puis elle abandonne. Puis en fait non, j'ai plus envie de mourir. En fait, si. En fait, on peut rien faire pour moi. En fait, non, j'ai plus envie de mourir. Bref, c'était un peu en dents de scie. C'était oui, non, oui, non, oui, non. Puis après, il y a eu les premiers signes que Yukio allait vriller. Puis en fait, non. Il nous met une carotte. Puis en fait, si. Puis en fait, non. Puis en fait, si, à la fin, il vrille complètement. Il menace littéralement. Alors, je sais plus comment il s'appelle. C'est Ryuji. Voilà, Ryuji qui travaille avec Lightning, là, vous savez, le paladin. Carrément, il lui pointe un flingue sous la tempe en lui disant vas-y, raconte-moi tout ce que tu sais. Puis après, bah, vous savez ce qui arrive à la fin de la saison. Hein, il pète complètement un plomb. Il tire carrément sur Mephisto. Puis il n'hésite pas, pour montrer sa détermination à rejoindre Illuminati, à carrément tirer sur Rin. Et ça part en couille sur la fin de saison. Voilà, mais. Ça, vous le savez sans doute si vous avez vu la saison. Bon, je reviens pas sur la qualité parce que je l'ai dit là il y a quelques minutes, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, le studio Ball. C'était mieux que la 3. Je trouve franchement c'était mieux que la partie d'avant parce que c'était un peu compliqué sur l'arc Illuminati, c'était un peu compliqué en termes de qualité. Pourtant il y a eu de l'action, mais c'était un peu compliqué. Autant là, il y avait des épisodes. Le off model était compliqué sur certains épisodes, mais je trouve qu'ils s'en sont mieux sortis au niveau qualité sur cette partie-là de la neige. Puis il y a du coup ce nouvel arc qui arrive là incessamment sous peu. Mais bon, c'est No Exorcist, de toute façon, heureusement, on n'attend pas non plus 50 000 ans pour avoir une nouvelle saison et on la mange avec plaisir. Allez, il nous en reste une, et puis après, on fait un petit bilan d'une. Alors, je vais parler d'une. Vite fait, d'une série à la fin. Vous allez voir, je vais encenser quelque chose, et pourtant, ça fait mal de le dire parce que l'adaptation était pourrie. Et Sao GGO2, ouais, je garde le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur. Hein. Parce que c'était un peu compliqué aussi cette série. Ouais, tout était compliqué cette saison. À part Bleach, Dan Dadan et quelques autres séries. Bon, ça a été un peu compliqué. Même staff, même studio, parce que ouais, je vous entends me dire, mais non, c'est pas le même studio, c'est A1 Pictures, c'est pareil, c'est la même équipe, sauf que le studio A1 Pictures a absorbé le studio Triggerz, mais le staff n'a pas changé du tout, c'est les mêmes réalisations, la même direction artistique, la même cara designer, ou le même character designer, je sais plus, en tout cas, c'est la même équipe, exactement la même que la saison 1. Et pourtant, cette saison 2 était de moins bonne qualité. C'est pas habituel hein, chez One Picture, hein, pourtant, hein, quand on sait ce qu'ils préparent à côté. Alors, ont-ils sacrifié cette série spin-off? On rappelle, hein, c'est une série spin-off de SAO. La saison était quand même de beaucoup moins bonne qualité que la saison 1. Hein. Je veux dire, là, c'est assez évident quand tu regardes les chara-design des persos, un peu l'ensemble en fait visuel. Alors, ça s'est pas cassé la gueule parce que c'est One Picture, hein, et rarement ils se cassent la gueule d'un seul coup comme ça et tout. Mais tu sens que c'est aussi peut-être le changement de studio qui a un peu bousculé la prod. Bon, ça a été décidé d'avance. Hein. Pourtant, quand la saison avait été annoncée, c'était bien le studio Triggerz qui était annoncé sur cette saison 2. Puis après, du coup, en plein milieu, quand on a vu la première annonce et tout, on a vu la première, je crois, même au premier teaser, c'était le studio Triggerz qui était annoncé sur la prod. Puis après, il y a eu le petit tweet d'annonce, le studio A1 Pictures reprend toutes les productions du studio Triggerz, etc., etc. Mais ce qu'il en est, c'est que je trouve franchement qu'elle a servi à rien, cette saison 2. Voilà. C'est un copier-coller de la 1, qui est moins bien que la 1, qui est moins belle que la 1. Même si les derniers épisodes étaient plutôt cool, parce qu'il y a une bonne morale à la fin, puisque ils pensent, en fait, ils participent à une espèce de... alors, c'est pas un Battle Royale, hein, mais en gros, ils font des alliances, ils sont pas forcés de s'allier, mais ils doivent prendre le contrôle d'une base dans un temps imparti, et cette base est tenue par des PNJ. Sauf qu'on apprend à la fin du dernier épisode qu'en fait, c'était pas vraiment des PNJ, enfin, c'en était pas, en fait. C'était des vrais militaires qui étaient plongés dans le jeu. Et en fait... l'un d'entre eux était atteint d'un problème assez important. Et en fait, avoir été dans le jeu, à affronter Len, donc le perso principal, hein, vous savez, hein, le démon rose, c'est comme ça qu'elle est prononcée, qu'elle est appelée, on rappelle toujours comme ça. Parce qu'il a, en fait, si vous voulez, la première partie, c'est
c'est le nouveau SJ, et puis ça finit encore en affrontement entre Len et Pitowi, et puis ça se finit exactement de la même manière, Len gagne quand même. Donc toute une saison en fait qui est copié-collé de la saison 1. Enfin, la première moitié en tout cas est copié-collé, puis la seconde partie elle est pas mieux en fait, parce que ils font tous, ils s'allient tous pour aller dans cette base, enfin pour un bêta test, parce que c'est techniquement un bêta test. Et en fait, bah, ils leur font croire que ce sont des nouveaux types d'IA et tout, parce qu'en fait, ce sont des vrais militaires. Donc, ils s'en rendent compte seulement après, parce qu'il y a un chaos. Je veux dire, ça aurait dû littéralement. euh, Tout le monde aurait dû le capter dès le début, que c'était des vraies personnes et pas seulement des PNJ, tu vois. Surtout que les PNJ parlent à un moment donné. Et puis quand ils sont butés, il y a un chaos sur leur tête. Donc, enfin, sur un. Non, c'est pas un chaos, c'est Dead ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est chaos ou Dead qui apparaît sur leur tête. Mais ça aurait dû faire tiquer un peu tout le monde qu'en fait, que c'était pas des vrais. Enfin, c'était pas des IA du tout, et c'était des vrais joueurs. Et en fait, c'est carrément des vrais militaires. Mais ça prouve que les joueurs du jeu sont des putains de déterres. Ils sont plus forts que que des vrais militaires. Waouh. Ils sont ultra déter dans cette série en fait. Hein. Et Len en particulier, parce que elle lui plante carrément le couteau dans l'œil avant de le tuer. Et en fait, on apprend que le mec qu'elle tue, eh ben en fait, il a été invité dans le jeu pour un traumatisme. Et qu'en fait, avoir affronté Len l'a aidé à se remettre de ce traumatisme, parce qu'il n'avait pas peur de la mort. Voilà, un truc comme ça. On en revient toujours à cette histoire de peur de la mort et tout. Chose qui était évoquée dans le film Ordinal Scale, même si on rappelle que cette série alternative est pourtant une série spin-off. Hein, même s'il y a un petit clin d'œil de Kirito d'ailleurs dans la série. Voilà, Kirito qui visiblement entre deux parties aurait croisé une Pitohui à l'époque de la bêta de SAO. Voilà, trop cool. Il y a eu un petit caméo comme ça de Kirito. Et elle s'en souvient de cette rencontre avec Kirito. Comme quoi, c'était juste là pour faire le caméo. Mais voilà, moi j'aurais aimé un peu plus. J'aurais carrément aimé genre voir Shinon en clin d'œil. Je sais pas, j'aurais aimé la voir. J'aurais aimé voir aussi Subtilizer. Parce qu'on sait pas à quelle période se passe. Enfin, techniquement, si ça se passe en 2026. Mais si ça aurait été encore mieux si ça se passait à l'époque d'Alicization en termes de chronologie. Tu vois, genre. Ils auraient pu carrément raccorder les événements avec Alicization. Parce que dans Alicization, on croise des persos, des jeux carrément. On croise carrément des persos originaux du jeu Fatal Bullet. Ils auraient pu faire ça dans la série spin-off, et genre croiser Shinon, ou croiser Subtilizer, ou Gabriel, hein, vous savez, l'ennemi principal dans Alicization. On aurait pu les croiser comme ça en caméo. Ça aurait fait cool, tu vois. Là, au final, cette saison, elle ne sert à rien. Et il n'y a rien qui en ressort. C'est pas comme s'il y avait une révélation ou quelque chose de nouveau, ou un vrai cliffhanger de fou. Sauf, du coup, je vous l'ai dit, à la fin du dernier épisode de la saison, de la série, où on apprend que c'était pas du tout des PNJ, mais des vrais et tout, des vrais joueurs, des anciens militaires et tout. Mais sinon, ça n'apporte rien scénaristiquement parlant. C'est pas comme si ça avait un vrai impact. Ça n'en a pas. Ça a aucun impact sur la série. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et on clôture ce bilan des animés de l'automne avec une petite mention honorable pour Blue Lock. Oui, oui. À la surprise générale, je vais quand même applaudir le dernier épisode de Blue Lock, parce qu'après 90% de la saison avec du putain de PowerPoint, parce qu'autant dire les choses, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec, je crois, avec Dan Dadan, où les gens avaient un peu trop maxé la série sur les réseaux en mode meilleur épisode de l'année et tout, eh bien ils ont recommencé avec Blue Lock, parce que, à la surprise générale, et je pense qu'on peut quand même le noter, hein, je veux dire, c'est quand même incroyable ce qu'ils ont été capables de faire. 3 minutes d'animation de dingos ont retourné Internet. Enfin, de dingos. 3 minutes d'animation tout court sur Blue Lock, qui, autant dire les termes, était bien animé quand même. Voilà, même si Internet a décidé d'en faire son petit pain entre c'est masterclass meilleur épisode de l'année et c'est quoi cette merde, c'est pas du football. On vous connaît sur les réseaux sociaux, on a à boire et à manger, c'est un vrai festival de conneries. On se marre bien, moi je me marre bien en tout cas sur les réseaux quand je vois ça. Parce que t'as vraiment les deux extrêmes, t'as oh putain, meilleure animation, meilleure série de football de la Terre et tout. J'aime Blue Lock, mais arrêtez de maxer, je veux dire à 2 minutes, hein, calmez-vous. Et puis entre ceux, et puis t'as ceux derrière qui
veulent mettre des sauces à ces gens-là. Bon, ça, à la limite, je veux bien l'avouer, parce que ceux qui maxent à fond en mode gros suceur de la série, alors que 90% c'était du gros PowerPoint sa mère, et puis comme si de 3 minutes d'animation allait sauver toute une saison entière, arrêtez à un moment donné, vous passez juste pour des abrutis. Voilà, ça c'est dit. Et puis ceux qui, pour une raison qu'on n'explique pas, on a l'impression que la série a insulté leur daronne. Tu sais pas pourquoi, les mecs ils ont jamais regardé Blue Lock, mais ils en veulent à la série d'exister en fait. Je sais pas, ils ont aucune bonne raison d'insulter la série, ni de critiquer la série, mais ils critiquent la série. Ces gens-là ont besoin pour exister, ces gens ont besoin d'insulter Blue Lock. Tu sais pas pourquoi. Ces gens-là, je sais pas, ils ont du temps à perdre d'insulter Blue Lock alors qu'ils ont certainement pas vu un seul épisode, où le seul truc qu'ils ont vu sur Blue Lock, c'était les animations PowerPoint que les gens ont diffusées sur les réseaux, mais c'est tout ce qu'ils ont vu de la série. Ils ont pas vu un seul vrai épisode entier de la série, mais ils insultent la série comme si la série avait elle-même insulté leur daronne, comme s'ils jouaient leur vie. C'est terrifiant ces gens-là. Franchement, moi je me demande ce qui coule dans les veines de ces gens-là. Mais sincèrement, il doit couler un taux de chômage chez ces gens-là. C'est terrifiant. Remettez-vous en question. Hein. Achetez-vous, cherchez du travail. Franchement, parce que vous perdez votre temps à critiquer une série que de 1 vous regardez pas, et de 2, je sais pas ce qu'elle vous a fait cette série pour l'insulter autant, mais putain, remettez-vous en question les gars. C'est terrifiant. Parce que putain, merde quoi. Je veux dire, cette série, elle a une bonne raison d'être appréciée. Que vous le compreniez ou pas, c'est pas le problème. Lisez au moins un chapitre pour essayer de comprendre ça. Non, non, c'est soit c'est de la grosse merde, soit c'est le meilleur truc de l'année, machin. Bon. Voilà. Bon, moi, je me suis pas infligé ça parce que... voilà, hein, vous m'excuserez de ne pas vouloir m'infliger 12 épisodes de PowerPoint et de regarder un dernier épisode entier juste pour 3 minutes d'animation stylée. C'était stylé, ok, mais je vais pas m'infliger un épisode entier juste pour ça. Voilà, vous m'excuserez de pas vouloir m'infliger ça. Voilà. Déjà que j'ai pas fini la saison 1 pour ces raisons-là, parce que ça a dégringolé en termes de prod. Vous aviez quand même à moitié raison, parce qu'au final, ils ont quand même donné le maximum, mais que sur la fin. Et pour 3 minutes d'animation, qui au final n'est que la dernière action de jeu, sur tout le match entier. Ça fait pas beaucoup quand même, hein. Pour pas se mytho. Mais ça a quand même le mérite d'être honorable d'avoir fourni un tel boulot, parce que c'était l'animateur qui avait déjà fourni un boulot incroyable sur une animation sur la saison 1. La deuxième reprise de volet, pas la première, la deuxième reprise de volet d'Isagi. C'était déjà lui qui avait animé cette séquence. Preuve encore en est que tu lui laisses le temps de bosser, ce gars, cet animateur, cette personne, sur Blue Lock, clairement tu lui laisses le temps de bosser, il aurait pu te sortir des animations comme ça sur toute la saison. Même si ça durait pas tout l'épisode, mais en fait laissez-le littéralement animer tous les épisodes tout seul en fait si c'est ça. Putain, si on avait eu ça toute la saison, mais je l'aurais regardé avec plaisir. Surtout que c'était le match des U20, putain, c'est pas un match de merde dans le manga. Il était incroyable ce match dans le manga. Si on avait mangé cette animation pendant toute la saison, mais évidemment j'aurais regardé. Tout le monde aurait regardé. Personne se serait moqué de la série. Enfin, sauf ceux qui, visiblement, avaient envie de le faire parce que, comme si la série avait insulté leur daronne, mais bon, ça c'est comme ça. Bon, bref. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est bien dommage hein, qu'on ait bouffé que 3 minutes d'animation sur 13 épisodes. Le quota, c'est un quota trop maigre en fait hein, pour sauver une saison entière. Hein. Mais bon, si ça a suffi à certains pour dire meilleure animation de l'année, grand bien vous en fasse. Hein. En tout cas, merci à tous pour ce bilan. Enfin, merci à tous, surtout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans 3 mois pour faire le bilan des animés de l'hiver. Ciao tout le monde, bye.